La nature m'a dotée d'une belle énergie. Je me suis souvent appuyée dessus. À vrai dire, je crois que je l'avais prise pour acquis. Une énergie inépuisable, et c'est l'image qu'on me renvoyait. Alors, je l'auto-nourrissais. Avec du recul, je me rends compte que ce déploiement d'énergie, qui du reste me caractérise vraiment, servait à me prouver autre chose, que j'étais une femme libre, telle que mon éducation me l'avait enseigné. Être autonome, être indépendante, être l'égale de l'homme, ce qui sous-entendait, et je reprends les mots de ma mère, tu n'as pas besoin des hommes, tu peux faire tout ce qu'ils font. Savoir tout faire, réussir ses études, avoir un métier passionnant. Être libre dans mon éducation est paradoxal. Il faut répondre à toutes les injonctions sociétales, patriarcales, matriarcales. C'est aussi être créatif, voir les choses autrement. Ne vois pas les choses comme elles sont, vois ce que tu peux en faire. Avoir du culot. Et bien sûr, être libre, c'est questionner la société. C'est être brillante pour qu'on ne me reproche pas juste d'être belle. Et pourtant, il fallait aussi être belle. Pas de gras, de la classe, pas de vulgarité. J'ai tout coché. Tout coché. Une des injonctions la plus marquante est ou tu fais bien ou tu fais pas. Pas le droit à l'erreur ou à l'échec. Ne te satisfais pas de peu, ou alors recommence, jusqu'à ce que ce soit honorable. Un niveau d'exigence que je n'ai jusqu'alors jamais remis en question. Cocktail détonnant qui a fait de moi la parfaite candidate au burn-out. Maîtrise de cinéma et DUT communication d'entreprise en poche, obtenue en cumulant études et jobs, j'arrive sur le marché du travail. En 2 ans, je m'étais mariée avec passion. Nous avions acheté une maison à rénover entièrement, par nous-mêmes évidemment, et décroché mon premier CDI dans une association. L'année suivante, 2009, je devenais maman. J'ai repris le travail à temps plein, après le congé maternité, sans même me poser de questions. La maison n'était pas finie, seule la cheminée chauffait la pièce principale. Mon mari, intermittent, est absent la moitié de l'année. C'est pas grave, j'assure, j'ai de l'énergie à revendre. Le directeur me fait confiance. Je ne connaissais rien au monde associatif, rien aux institutions, rien à la mobilité. Chargé de développement. 2 salariés sur un seul site quand je suis arrivée, 12 sur 7 sites aujourd'hui. Pari réussi, mais pas sans y laisser quelques plumes. 2014, première alerte. Je commence à fatiguer. Je porte tout. Le couple, la maison, ma poulette, la dose de travail au boulot qui monte. 13 dossiers en simultané qu'il faut gérer, organiser, expliquer, à vendre, à coordonner. Nous passons 15 jours de vacances en famille. Comme il se lève vers 11 heures, j'en profite pour travailler de 8 à 11 pour ne pas prendre de retard et être submergée à la rentrée. 3 semaines ou 4 après la reprise, mon médecin et surtout ma sœur me mettent en alerte. Tous les signaux sont au rouge. Je ne parle que boulot, je suis irascible et je pleure pour un rien. Le lundi, le médecin m'arrête. 1 semaine. Pour moi, c'est la catastrophe. J'ai l'impression d'avoir failli à tous mes devoirs, de ne plus être fiable. Et pourtant, je n'ai pas le choix. Et je dors, jusqu'à 18 heures par jour au début. Le vendredi, je retourne voir le médecin qui m'annonce qu'elle me donne la 2e semaine d'arrêt et que là, j'ai le droit de sortir. Je tombe des nues. Elle me connaît assez pour savoir que 2 semaines d'un coup, j'aurais refusé. Je reprends le boulot. Temps plein, développement de projet. Je commence à être reconnue comme experte. Je monte un réseau régional, j'en prends les rênes en plus du reste. Je suis toujours la dernière maman à la garderie et mon mari est juste absent. Même quand il est là, il n'est pas là. Et dès qu'il n'est plus en tournée, il sombre dans un état dépressif et pas toujours cool. Et moi, je bosse le soir en plus. Je tiens le navire, cabestant inébranlable, avec l'art de me soulager la vie. Toujours que le poêle, comme unique chauffage. Je commence par fendre les bûches pour avoir du petit bois, en tenue de working girl, c'est normal. Il fait 12 degrés dans la maison en hiver, sauf dans la chambre de ma poulette, elle est à l'abri. Pas de lave-vaisselle non plus, nous n'avions même pas prévu d'emplacement. Je passe cadre, je continue le développement et en 2018, on réorganise l'association et nous décidons d'isoler le pôle mobilité et de le rendre autonome. On crée Mobilis en septembre pour une mise en opérationnalité au 1er janvier. Double boulot. Le couple est quasi inexistant. Je prends la décision pour nous deux d'arrêter. C'est acté, on vend la maison et en attendant, on continue de cohabiter. Janvier 2019, je deviens donc directrice, sans formation malgré mes demandes, mais je suis assez intelligente pour tenir le bateau et la meilleure des formations est sur le tas et le bon sens. Ok, on y va, on avance. Je suis désormais capitaine d'un bateau de 12 salariés et 500 000 euros de budget, et c'est normal. Il a fallu qu'un partenaire me demande comment je m'en sors, car je prends quand même directement les rênes d'une grosse association. Une grosse association, j'en avais même pas conscience. Et je cumule développement de projet, coordination générale du réseau et projets européens, direction et donc RH. Et toujours gestion à temps plein de la maison. J'essaye de trouver un petit peu de temps pour faire du sport ou du potager sans succès. Je prends du poids, sandwich ordi oblige. Je commence à mal dormir. Moi qui avais un sommeil d'une qualité hors norme, je fais des insomnies. Alors je descends et finis les dossiers qui m'empêchent de dormir, mais j'y arrive de moins en moins. Pour décompresser, pour acter le fin de journée, l'alcool s'immisce. Et certains soirs, pour tuer la bête, je peux boire jusqu'à une bouteille. Enfin, je dors.
Septembre 2019, la maison est vendue et j'annonce à mon mari que je fréquente quelqu'un. Il s'en doutait, je redevenais rayonnante. Mais ça s'est très mal passé. J'ai déménagé en urgence, mis ma fille à l'abri. J'ai géré mon taf, septembre fait partie de ces mois les plus chargés. J'ai géré son taf, les rendez-vous médicaux et psy, le déménagement, les émotions. J'ai tenu 3 semaines. Re-effondrement, 6 semaines d'arrêt cette fois. On vide la maison, première démarche de divorce, thérapie. Je reprends le travail, plein pot, sûrement une erreur. 4 mois après, j'étais déjà fort engagée dans le burn-in. Quand le confinement est arrivé, j'étais HS, saluant le fait que le monde entier allait s'arrêter, et moi avec. Que nenni, ce fut pire. Double, triple dose de boulot, en télétravail, en plus d'être prof, maman et intendante. Et regestion émotionnelle à gérer pour mon ex-mari. 4 séances sur la prévention du burn-out m'ont permis d'entrevoir une autre sortie et de tenir. Fin du confinement. Le médecin veut m'arrêter. Je refuse, ils ont besoin de leur capitaine. On réorganise le fonctionnement de l'association, on répartit un peu les missions, les dossiers d'aide pleuvent. Ça demande une énergie, encore, et je suis en fond de cale. Je racle ce qui reste. Entre-temps, j'achète une maison, redéménagement, et mon désormais ex-mari est toujours sans domicile. Je continue de le porter, de l'aider pour qu'il voie sa fille. Je finis même par l'héberger. Quelle conne. Les 3 semaines de vacances m'ont fait du bien, mais la reprise, mi-août, et toujours ce mois de septembre chargé à bloc, c'est trop. J'enchaîne les heures, 7h30, 19h, j'oublie même de manger. Par contre, le soir, je tue la bête, et de plus en plus souvent. Les mains couvertes d'eczéma, la médecin veut encore m'arrêter. Je négocie 3 semaines. Je dois tenir encore 3 semaines pour mettre les jalons en place et ne pas mettre l'équipe en difficulté. Mais j'ai conscience que je peux casser à tout moment. Et je ne veux pas casser. J'ai lu trop de témoignages, je ne veux pas vivre ça. J'aurais finalement tenu 1 semaine et demie avant de retourner la voir et pour lui dire ok, j'arrête. Parce que la veille, je ne suis pas allée à cette conférence à Caen, car j'ai eu peur d'avoir un accident en voiture en y allant. Et ces maux d'estomac, je sens l'ulcère qui revient, et cette piqûre d'araignée qui démange tant. En fait, c'est un zona. Et cette image avec laquelle je me suis réveillée. Je m'apprête à sauter à l'élastique, et ma voix me dit « Tu sautes maintenant ou dans 1 heure ? Mais dans 1 heure, il n'y aura plus d'élastique. » Alors ok, j'arrête. J'arrête et je dors, 15 heures par jour. Je remets mes plans à plus tard. Et de toute façon, le corps ne me laisse plus le choix. Suite à une chute, j'ai les côtelettes en vrac. J'ai voulu monter une tête de lit, j'ai forcé et rebelote. Côtelette fêlée cette fois. 3 jours après, je glisse dans les escaliers. Le coccyx en prend un coup. Alors ok, j'entends, j'arrête. Je ne fais rien. Je répare la carcasse pour commencer, puis le dedans. J'ai même plus honte. J'ai même plus peur. J'accepte. Je dépose les armes. Je me sens vide. Ma seule peur est d'avoir perdu mes 2 alliés de toujours, énergie et résistance. Car j'ai découvert qu'en fait, j'étais résistante. Sacrément même. Trop peut-être. Je prendrai le temps qu'il faut. On verra. On verra dans 1 heure. Demain. Dans 1 semaine. Plus tard. On verra.